Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 24 février 2026 et notre cher ami Max Blumenthal est avec nous. Bon retour parmi nous, Max. Ravi de te voir, Nima. Désolé de t'avoir fait attendre. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et suivre Max sur son site web thegrayzone.com. Vous pouvez également le suivre sur sa chaîne YouTube du même nom, The Gray Zone. Mon ami a mis le lien vers le site ici dans la section des commentaires. Vous pouvez cliquer dessus et y accéder directement. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes en retard aujourd'hui, c'est que Max venait juste de terminer son nouvel article, son nouveau papier sur ce qui se passe en Iran, à propos de l'utilisation de Starlink pendant les manifestations et les émeutes qui ont suivi. Max, quoi de neuf? Qu'as-tu découvert? Laisse-moi afficher l'article que tu viens de publier. Voici le titre. Le dirigeant du NED, interrompu au Congrès après s'être vanté d'avoir déployé 200 Starlink en Iran en pleine violence. Eh bien, comme vos téléspectateurs le savent probablement, l'Iran a été le théâtre de 2 jours d'émeutes meurtrières entre le 8 et le 9 juin, qui, selon les chiffres officiels du gouvernement iranien, ont fait plus de 3000 morts. Cela fait beaucoup de monde. Le nombre de morts est évidemment largement exagéré dans les médias américains et occidentaux. Et nous allons commencer à comprendre pourquoi. Enfin, on peut clairement voir pourquoi. Nous avons appris aujourd'hui, lors d'une audition du comité de surveillance de la Chambre des représentants du Congrès américain, qu'une organisation appelée le National Endowment for Democracy, financée par le gouvernement des États-Unis et ayant pour but de promouvoir le changement de régime dans le monde, en soutenant des groupes dits de la société civile, des médias, des militants, en formant des journalistes et en finançant des partis politiques, a désormais désigné l'Iran comme sa principale cible. Et aujourd'hui, son président a été interrogé par le président démocrate de la commission de surveillance de la Chambre au sujet d'un programme apparemment secret du département d'État visant à faire passer clandestinement des terminaux Starlink en Iran. Il a déclaré que le National Endowment for Democracy avait déjà déployé 200 terminaux Starlink sur place. Il a ensuite été immédiatement interrompu par le président de la commission, car il en avait trop dit. Nous avons relevé cette information sur The Gray Zone. La vidéo est disponible. Le président du National Endowment for Democracy est Damon Wilson. Nous avons enquêté depuis des années sur cette fondation, également connue sous le nom de NED, et sur ses activités subversives à travers le monde. Et maintenant, nous savons à quel point ils étaient profondément impliqués dans ces émeutes. Wilson s'est également attribué le mérite du nombre de morts et a déclaré qu'il travaillait avec leurs partenaires, qui disposent de réseaux à l'intérieur de l'Iran, pour essentiellement augmenter le bilan officiel à un chiffre compris entre 17 000 et 30 000. Pendant ce temps, les grands médias occidentaux s'appuient sur des sources monarchistes proches de Reza Pahlavi pour faire grimper ce chiffre à 36 000 sans aucune vérification. Nous pouvons donc désormais voir un peu comment la machine fonctionne, et nous le voyons non seulement à huis clos, mais aussi au sein d'une commission du Congrès, où le président de cette organisation de changement de régime, le bras du gouvernement américain chargé de ce changement de régime, en a apparemment trop dit. Oui, laissez-moi passer l'extrait que vous venez de mentionner et le diffuser pour notre public. Je crois, Monsieur le Président, que nous avons reçu aujourd'hui une notification indiquant que le département d'État finance en réalité un nouveau programme, quelque chose en rapport avec Starlink. C'est bien comme ça que ça s'appelle, oui? Pouvez-vous expliquer cela?
Je ne voudrais pas parler au nom du département d'État, mais ce que je peux dire, c'est que nous investissons depuis des années dans des outils de communication qui permettent de transmettre des informations en Iran, même lorsque la connectivité Internet est bloquée. Nous avons notamment commencé très tôt à soutenir le déploiement et le fonctionnement d'environ 200 terminaux Starlink. Très bien. Tu sais quoi? Je vais t'interrompre. On ferait mieux de ne pas en parler. D'accord. Alors, Oui, tu sais, à cette époque-là, j'étais en Iran, Max. Comme tu l'as mentionné, les 2 premiers jours étaient très calmes. Les gens manifestaient. Ils voulaient exprimer une forme d'opposition à la situation économique. Après tout, le secrétaire au Trésor des États-Unis avait déclaré qu'ils avaient tout fait pour faire chuter la monnaie iranienne. Et c'est ce qui s'était produit. Les manifestations étaient le résultat de ce qu'ils avaient fait aux États-Unis. Et puis, on a vu les manifestations se transformer en émeutes. C'était tellement étrange pour moi, parce qu'à ce moment précis, le président iranien, Massoud Pezeshkian, essayait de dialoguer avec des économistes et avec les élites du bazar, le marché local. Et soudain, quelque chose s'est passé sur le terrain, et tout a changé. La nature des manifestations s'est transformée en émeute, et ils ont commencé à tout brûler. C'était vraiment étrange à voir pour moi. Oui, et c'est à ce moment-là que la pression sur Trump pour qu'il fasse quelque chose a vraiment commencé. C'était le 14 janvier, peut-être le 12 ou le 14, juste après la coupure d'Internet, qui, de manière intéressante, avait mis fin aux émeutes violentes et à la désactivation de Starlink, que les émeutiers utilisaient apparemment pour coordonner les troubles. Donald Trump a alors subi une forte pression pour agir, ou au moins dire quelque chose, mais les moyens militaires américains n'étaient pas encore en place. Ils venaient tout juste d'enlever Maduro, et le groupe aéronaval du porte-avions USS Gerald Ford se trouvait encore dans les Caraïbes. Le groupe de combat du porte-avions Abraham Lincoln n'était pas en place. Mais ensuite, Trump a déclaré « L'aide est en route ». Et cela a alimenté la conviction au sein de l'opposition iranienne que les États-Unis allaient intervenir. Cela a piégé Donald Trump. À partir de ce moment-là, il a dû autoriser le déploiement de 2 groupes de combat de porte-avions. Puis il a relancé ces négociations, qui ont conduit à la guerre en juin, et il a commencé à jouer le jeu d'Israël, devenant en somme une marionnette de Benjamin Netanyahou. C'était donc l'utilité, c'était le but de ces émeutes de changement de régime. Et nous pouvons désormais constater comment une entité gouvernementale américaine, le National Endowment for Democracy, avait en quelque sorte préparé le terrain pour des troubles et une insurrection en Iran. Nous avons également cité dans The Gray Zone une évaluation de Stratfor, surnommée à l'époque la CIA privée, qui s'est révélée très précise, décrivant les émeutes comme un pont vers une éventuelle intervention militaire américaine. Ils affirmaient que ces émeutes ne mèneraient pas à un changement de régime, mais qu'elles pourraient déboucher sur une guerre de changement de régime. Et c'est essentiellement leur objectif. Cependant, s'il y a une guerre de changement de régime, toutes les manifestations cesseront. Mais elles avaient en réalité déjà pris fin à cause de la coupure d'Internet. Voilà donc où nous en sommes actuellement aux États-Unis. Ici, à Washington, Trump se prépare pour son discours sur l'état de l'Union et il va parler de l'Iran. Les Jeux olympiques d'hiver viennent tout juste de se terminer. Impossible de faire la guerre pendant les Jeux. Tous les moyens militaires que les États-Unis peuvent mobiliser semblent être en place. Ils ne seront peut-être pas suffisants, mais c'est ce que les États-Unis ont. Et Israël prépare son propre plan d'attaque en coordination avec les États-Unis. Nous avons donc vraiment atteint un point d'inflexion. La seule autre date de cette semaine que je considère pertinente ou événement
ce sont les négociations de jeudi, je crois, à Genève. Et c'est là que Trump, Witkoff et Kushner disent aux Iraniens que s'ils ne capitulent pas, essentiellement, selon les propres mots de Witkoff, s'ils ne capitulent pas, alors nous vous attaquerons. Oui. Donc Witkoff a dit quelque chose à propos du programme nucléaire de l'Iran, ce qui me semble très familier, un peu comme ce que nous entendons depuis de nombreuses années de la part de Benjamin Netanyahu. Voici ce que Witkoff a dit. Tout cela concerne leur programme civil. Et pourtant, ils ont enrichi bien au-delà du niveau nécessaire à un usage nucléaire civil, jusqu'à 60%. Ils sont probablement à une semaine d'avoir du matériau de qualité industrielle pour fabriquer une bombe. Et c'est vraiment dangereux. Donc je ne peux pas accepter cela. C'est quelque chose qu'ils doivent maintenir jusqu'à ce qu'ils nous prouvent que, vous savez, ils en sont capables. Donc, si la situation est si grave, il faut négocier. Il faut parler au lieu d'envoyer une multitude d'armes dans la région pour exercer des pressions. Il semble que, dans l'esprit de l'administration Trump, le gouvernement iranien et le peuple iranien finiraient d'une manière ou d'une autre par capituler comme des terroristes. Mais cela n'arrivera pas, Max. Ces gens n'ont aucune idée de ce qui se passe en Iran, ni de la manière dont la population est préparée à toute éventualité. Ils sont prêts à négocier. Ils sont prêts à faire la guerre si les États-Unis décident de les attaquer. Et après tout, ils parlent de jeudi, comme vous l'avez mentionné. Je ne sais pas quel résultat nous obtiendrons jeudi, car ce n'est pas très prometteur quand on envoie autant d'armes dans la région. Alors, quelle est votre évaluation de la situation actuelle? Elle est si fragile. Je pense qu'une opération sous fausse bannière pourrait même déclencher une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Quelle est votre analyse à ce sujet? Il a été rapporté aujourd'hui que Jared Kushner et Steve Witkoff vont décider s'il doit y avoir une guerre en se basant sur leur évaluation des négociations et sur la possibilité qu'elles puissent se poursuivre. On a donc deux partisans du mouvement sioniste, profondément investis dans le projet du sionisme, Jared Kushner bien plus que Steve Witkoff. Mais la famille de Witkoff est intégrée à ce réseau d'intérêts économiques et d'élites pro-sionistes. Mais Jared Kushner, enfant, ses parents accueillaient Benjamin Netanyahu. Il devait quitter son lit pour que Netanyahu puisse dormir chez eux. Il était pratiquement au lit avec Netanyahu. Voilà donc la personne à qui l'on confie cette décision. Jared Kushner n'occupe aucune fonction au sein du gouvernement américain. Il n'avait même pas été révélé aux partisans de Trump, ni même à ceux de son cercle rapproché, que Jared Kushner jouerait un rôle dans cette administration. Et il surgit de nulle part. Et maintenant, c'est à lui de prendre ce que je pense être l'une des décisions les plus lourdes de conséquences de notre vie, et certainement de l'administration Trump. Décidera-t-il que Trump va se défiler, comme l'appellent ses opposants, voulant dire que Trump se dégonfle toujours, et qu'il retirera tous ses moyens militaires, au risque de décevoir Netanyahou? Car Netanyahou ne pourra probablement plus jamais obtenir autant de moyens militaires américains, ni un tel niveau de posture de force autour de l'Iran, sans doute pour le reste de sa vie, avec un président en fonction qui contrôle les deux chambres du Congrès par l'intermédiaire de son parti et qui est essentiellement un vecteur d'influence israélienne grâce aux dons des centaines de millions de dollars de Myriam Adelson, Paul Singer et d'autres milliardaires sionistes proches du mouvement MAGA. C'est une occasion unique pour Netanyahou. Et si Trump se dégonfle, s'il trouve une porte de sortie, ce qui serait en réalité la bonne chose à faire, non seulement sur le plan politique ou diplomatique, mais aussi sur le plan militaire pour les États-Unis, s'il ne le fait pas, les Israéliens seront furieux.
Et comme vous l'avez mentionné, ils pourraient se lancer dans des opérations clandestines, un faux drapeau. Ils pourraient aussi attaquer directement l'Iran, comme ils l'ont fait en juin. Et c'est là l'autre problème de ces négociations. En laissant de côté l'investissement idéologique profond que l'équipe de négociation américaine a dans le projet du sionisme. Israël est simplement cette carte imprévisible. Et Israël reconnaît désormais, à juste titre, comme le rapportent les médias israéliens, que l'Iran atteint militairement la parité avec sa propre armée. Israël a reçu tous les gadgets et tous les investissements high-tech possibles de la part de l'empire le plus puissant de l'histoire humaine, ainsi qu'un pont aérien de facto de JDAM, de bombes à haute puissance, de F-35, de F-18 et de F-15. Ils disposent de la force aérienne la plus puissante après celle des États-Unis, l'une des plus puissantes au monde, et pourtant ils ont été contraints de reconnaître, après la guerre de 12 jours, que l'Iran, grâce à son programme de missiles balistiques, est capable de les affronter jusqu'à un statu quo et de les pousser à exiger un cessez-le-feu. Et depuis cette guerre, l'Iran n'a pas seulement reconstitué son stock de missiles balistiques, il a dépassé ses niveaux précédents, produisant davantage de systèmes mobiles de lancement de missiles, ainsi que davantage de bases militaires souterraines de facto pour ces missiles balistiques. Ces milliers de drones et ces mines. Et l'Iran dispose également de mines marines de type drone, capables de se déplacer pour éviter les systèmes de déminage. Son armée, principalement développée sur une base indigène, mais recevant désormais un nouveau soutien dont l'origine exacte, mais en grande partie inconnue, de la Russie et de la Chine, est plus forte que jamais. Ceux qui affirment que l'Iran est à son point le plus faible, j'ai même vu certains analystes que je considère crédibles le dire, se trompent. Les Israéliens le comprennent bien. J'ai partagé sur Twitter un article du journal le plus lu d'Israël, Yediot Aharonot, indiquant que des responsables israéliens informent et pressent d'urgence leurs homologues militaires américains d'attaquer l'Iran, tant ils sont préoccupés par la nature du programme de missiles balistiques iranien. Ces émeutes, déclenchées en partie par l'assaut économique des États-Unis contre l'Iran à travers les sanctions, ont créé l'impression que l'Iran est faible, qu'il vacille de l'intérieur. Mais les Israéliens comprennent que sur le plan militaire, l'Iran devient trop puissant. Et c'est pourquoi je pense que, même si des négociations aboutissent aujourd'hui, cela ne fera que retarder l'inévitable. Tant que le projet du Grand Israël existera dans la région, la guerre avec l'Iran sera en fin de compte inévitable. La pression exercée sur tout président américain, son poids immense, surtout sur un républicain comme Trump, sera presque impossible à repousser lorsqu'il s'agira de passer à l'attaque. Nous avons vu que le Pentagone parle enfin du fait qu'une guerre avec l'Iran prendrait du temps, qu'elle serait prolongée. Ce ne serait pas une guerre ou une attaque rapide. Et les lourdes pertes que cette guerre pourrait infliger aux États-Unis sont désormais évoquées. Le président des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kine, a même mis en garde Donald Trump lui-même. Alors, en tenant compte de cela, quel serait l'objectif principal? Et selon vous, en ce qui concerne l'administration Trump, comment percevez-vous la combinaison des forces? D'un côté, nous voyons le général Kine déclarer que si cette guerre est déclenchée, elle deviendra une guerre continue, un nouveau conflit au Moyen-Orient qui pourrait durer des années. De l'autre, il y a des personnes comme Lindsey Graham, principalement favorables à la guerre et désireuses de provoquer un nouveau conflit au Moyen-Orient au profit d'Israël en utilisant les États-Unis comme intermédiaires contre l'Iran. Comment percevez-vous la combinaison de ces forces au sein de l'administration Trump?
Eh bien, commençons par Lindsey Graham. C'est un autre vecteur d'influence israélienne. Ça saute aux yeux. Il a déjà effectué 2 voyages à Tel Aviv cette année. Et pendant qu'il se rend à Tel Aviv, Netanyahou, lui, se rend à Washington. Ils échangent leurs places. C'est un peu comme un jeu de bonneteau, un tour de passe-passe où l'on ne sait plus qui est l'Israélien et qui est l'Américain. Mais en échangeant leurs rôles, ils créent ce cœur que Trump entend, celui qui lui dit qu'il doit attaquer l'Iran. Netanyahou rencontre tous ses alliés à Washington, fournissant à Trump et à son équipe toutes sortes de renseignements, en exagérant la prétendue capacité nucléaire imminente de l'Iran. Steve Witkoff a déclaré cette semaine que l'Iran était à une semaine de posséder la bombe nucléaire. Cela vient évidemment des Israéliens. En ce moment même, à 3 heures, Marco Rubio, le directeur du Conseil de sécurité nationale et le secrétaire d'État ont convoqué une réunion sur l'Iran. Et le directeur de la CIA, John Ratcliffe, y participe également. Il y a aussi cet autre personnage à la Lindsey Graham dont j'ai parlé l'an dernier, connu au sein de l'administration comme le sténographe du Mossad, parce qu'il reçoit simplement les briefings du Mossad et les transmet directement au président. Susie Wiles est la chef de cabinet chargée de s'assurer qu'il n'y ait aucun dissident lors de ces réunions. Tucker Carlson, qui, tout juste après avoir démoli l'ambassadeur des États-Unis en Israël, ou peut-être l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Mike Huckabee, à Jérusalem lors d'une interview de 2 heures, est apparu à la Maison-Blanche. Et je veux dire, tout le monde pouvait deviner pourquoi Tucker était là. Il n'était pas venu pour manger un Burger King avec Donald Trump. Il était là pour convaincre Trump de ne pas faire la guerre à l'Iran, pour l'avertir des conséquences. Et pour se mettre dans les pas de Charlie Kirk, le défunt dirigeant de TPUSA, qui l'année dernière avait tenté de mettre Trump en garde et s'était fait réprimander très violemment par le président lui-même pour avoir mis en garde contre une guerre avec l'Iran. Je crois avoir été le premier journaliste à le révéler. Il y a donc des forces concurrentes, mais ce sont des forces politiques. Pete Hegseth, c'est le secrétaire à la guerre, ce qu'on appelait autrefois le secrétaire à la défense. J'aime bien ce nouveau titre, en fait. Il est plus honnête sur ce qu'est réellement le Pentagone. Hegseth fera tout ce que ses forces lui diront de faire. Il veut simplement conserver sa position. Il s'est récemment entraîné avec des cadets militaires, soulevant ce qui semblait être de fausses haltères, en prétendant qu'il levait 160 kilos. Je ne sais pas s'il suit une cure de stéroïdes ou si les poids étaient faux, mais cela n'a pas vraiment d'importance. Ce genre de spectacle montre que Pete Hegseth n'est pas sérieux et que les personnes sérieuses se trouvent dans la branche des achats du Pentagone, celles qui doivent déterminer combien d'actifs militaires sont disponibles et surtout quelle capacité de frappe à distance les États-Unis peuvent réellement mobiliser. Et pendant combien de temps face à une armée comme celle de l'Iran. Les personnes sérieuses au Pentagone se trouvent à la DIA, la Defense Intelligence Agency, le renseignement militaire, celle qui détermine la capacité de l'Iran, sa propre capacité de dissuasion, sa résistance aux frappes, et ainsi de suite. Elles ne sont pas au sommet, au niveau politique. Et puis, il y a les hauts gradés du Pentagone. Ce sont les généraux, dont Dan Kane, qui ont dû traiter avec la DIA et le service des achats et qui connaissent les chiffres. Ce sont un peu des hommes de chiffres désormais. Je veux dire, Kane, je suppose, est aussi plus idéologiquement proche du MAGA que Mark Milley ou d'autres anciens chefs du CENTCOM, mais il regarde les faits froidement et objectivement. Il reconnaît que cette guerre ne sera peut-être pas gagnable par une attaque éclair contre l'Iran, qu'elle pourrait s'éterniser pendant des semaines ou des mois sans même parvenir à un changement de régime
en tuant potentiellement des dizaines de milliers de personnes, en provoquant une crise économique mondiale et peut-être en déstabilisant les dictatures familiales aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Mais pour lui, la question est de savoir si c'est militairement gagnable ou non. Je ne pense pas qu'ils prennent même en compte les questions politiques ou morales. Il s'agit simplement de savoir s'ils peuvent accomplir la mission et de ce que l'Iran peut faire en retour. Et il a divulgué, ou quelqu'un de son entourage a divulgué, à 3 grands médias américains que le Pentagone et l'état-major interarmé sont essentiellement inquiets, voire carrément opposés au déclenchement de cette guerre. Ainsi, si Trump devait la lancer, ce serait simplement une nouvelle confirmation qu'il s'agit d'une guerre menée pour Israël. Pour les éléments idéologiques qui ont pris le contrôle de la Maison-Blanche et ne représentent pas le public américain, lequel s'oppose massivement à cette guerre. Environ 70% des Américains y sont opposés. Je pense que 95% des électeurs démocrates y sont opposés. Cela ne représente même pas l'armée américaine, qui a désormais exprimé son opposition. Cela représente cette faction de zélotes idéologiques, adeptes du projet du Grand Israël et de la philosophie fondamentalement déstabilisatrice du sionisme. En réalité, Tucker Carlson a abordé ce sujet lors de son entretien avec Mike Huckabee. Il a dit que la plupart des Américains ne voulaient pas d'une guerre avec l'Iran. Et la réponse de Mike Huckabee était assez incroyable. Il a affirmé qu'il n'était pas si important pour le président des États-Unis d'en tenir compte. Quel est le processus ici? Ne prennent-ils vraiment pas en considération la situation dans leur propre société? Ne sont-ils vraiment pas préoccupés par cela? Ou peuvent-ils simplement tout sacrifier au nom d'Israël? Je veux dire, si Donald Trump et l'armée américaine, avec l'aide d'Israël, parvenaient à frapper l'Iran et à obtenir des résultats similaires à ce qu'ils ont tenté au Venezuela, ils feraient taire tous leurs détracteurs, et cela renforcerait certainement leurs chances en 2028. Et Ben Shapiro proclamerait sa victoire sur Charlie Kirk et Tucker Carlson, et ce serait réglé. Mais cela ne risque pas d'arriver. Je ne vois tout simplement pas les choses se dérouler aussi facilement. D'ailleurs, les États-Unis n'ont pas réussi à provoquer un changement de régime au Venezuela. C'était essentiellement une opération des forces spéciales visant à extraire ou à kidnapper une personne et sa femme. Pourrait-il seulement réussir quelque chose de ce genre à l'intérieur de l'Iran? Je ne sais pas. Mais provoquer un changement de régime, je pense que même la personne moyenne aux États-Unis a une vague idée de la résilience de la République islamique et qu'on ne peut pas simplement la renverser à coups de Jidam en 72 heures. Ce serait une affaire sanglante qui pourrait coûter la vie à de nombreux militaires américains, y compris des membres de l'équipage de l'USS Gerald R. Ford, qui a dû accoster hier sur l'île de Crète simplement pour permettre à l'équipage de se soulager, car le système de toilettes était complètement bouché et débordait. Sur le plan politique, Trump marche sur le fil du rasoir. Il n'y aurait rien de plus désastreux pour Trump que de perdre plusieurs centaines de militaires américains ou de provoquer une crise économique à cause d'une guerre que de plus en plus d'Américains comprennent comme étant menée au nom d'Israël. Je ne sais pas ce qu'il a en tête. On dirait qu'il ne réfléchit pas beaucoup. Comme je l'ai mentionné au début de notre discussion, Trump s'est piégé lui-même lorsque, je crois que c'était le 12 janvier, il a dit « l'aide est en route » et a annoncé aux Iraniens qu'il allait agir. Ensuite, le pont aérien, tous les moyens militaires, la majeure partie de l'air américaine et plus d'un tiers des forces navales américaines ont suivi. Il est donc piégé. Et qui le piège? Qui tend le piège?
Des personnalités comme Marco Rubio, qui ont la capacité de mobiliser ces ressources en tant que président ou directeur du Conseil de sécurité nationale. Des figures dont la carrière a été propulsée par des oligarques sionistes comme Paul Singer. Il y a un autre facteur ici que je pense être plus psychologique. J'essaie d'éviter cela. Je préfère me concentrer sur des facteurs matériels comme les dons pro-israéliens ou le complexe militaro-industriel. Mais je pense que la personnalité joue toujours un rôle dans tout ce que fait Trump. Et Trump a été la cible de nombreuses tentatives d'assassinat. L'une d'elles a apparemment eu lieu il y a 2 jours, lorsqu'une personne signalée disparue s'est retrouvée par hasard à Mar-a-Lago, la propriété de Trump à West Palm Beach, avec un fusil de chasse et un bidon d'essence, et elle a été abattue par les services secrets. Nous nous souvenons de l'époque où Trump était candidat. Il y a eu 2 complots d'assassinat, dont l'un a manqué son crâne de seulement quelques millimètres. Et vous savez, il y a un sentiment au sein de la base MAGA que ces enquêtes sur les tentatives d'assassinat ont été étouffées par le FBI de Trump après d'importantes défaillances de sécurité de son service secret. Il y a aussi un sentiment au sein de la famille Trump. Et je le sais, c'est ce qu'ils croient. Je ne dis pas que c'est ce que je crois, je n'en sais rien. Ces affaires pourraient simplement concerner, vous savez, Tyler Robinson, qui a tué Charlie Kirk, Thomas Crooks, qui a failli tuer Donald Trump à Butler, en Pennsylvanie, et Ryan Routh, qui recrutait pour l'armée ukrainienne en Ukraine avant de se présenter à Mar-a-Lago, attendant dehors avec un fusil de sniper avant d'être arrêté. Ces individus pourraient très bien avoir été de simples loups solitaires déséquilibrés. C'est un peu étrange qu'ils s'acharnent ainsi sur Trump, mais la conviction au sein de la famille Trump est qu'ils sont pris pour cible par eux. On les entend dire, par exemple, ils ont essayé de tuer Eric Trump, le fils de Donald Trump. Il a déclaré: ils ont essayé de destituer mon président, mon père. Ils ont mené une guerre judiciaire contre mon père. Ils ont inventé une fausse histoire d'ingérence russe contre mon père. Et maintenant, ils essaient de le tuer avec ces complots d'assassinat. Il a réellement dit cela dans une interview sur CNN l'année dernière. Alors, qui sont-ils? Qui la famille Trump considère-t-elle comme eux? Ils croient clairement qu'il existe un eux qui cherche à les tuer, et que ce eux est très puissant. J'en déduis donc que Trump craint que s'il ne suit pas le programme, ce qu'il fait de plus en plus, trahissant bon nombre de ses promesses de campagne, y compris sur les questions de guerre et de paix, il soit davantage en danger et que son équipe de sécurité ne puisse pas le protéger. Sa famille est absolument convaincue que l'équipe de sécurité responsable de tant d'échecs, notamment à Butler, en Pennsylvanie, est incapable de le protéger. Et voir ce qui est arrivé à Charlie Kirk a dû effrayer Donald Trump. Et quand cela est-il arrivé à Charlie Kirk? À un moment où Charlie Kirk s'éloignait de la ligne pro-israélienne, perdant des dons de plusieurs millions de dollars pour TPUSA et faisant pression sur le président contre une guerre avec l'Iran. Ai-je des preuves qu'Israël est responsable de la mort de Charlie Kirk? Non, mais ce n'est pas le but de mes propos ici. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de me mettre dans la tête de Donald Trump. Et je sais avec certitude que sa famille croit être la cible de forces puissantes. Récemment, Tom Barak, l'envoyé américain en Turquie, a déclaré qu'Israël devait revoir sa stratégie dans la région, car les États-Unis ne peuvent pas mener toutes les guerres à la place d'Israël. Il y a plus d'1 milliard, peut-être 2 milliards de musulmans, et nous ne pouvons pas nous battre contre tout le monde pour défendre Israël. Lors de l'entretien entre Tucker Carlson et Mike Huckabee, cet argument est revenu. Le Grand Israël signifierait que tout le Moyen-Orient ferait partie d'Israël. C'est étrange, car combien de temps les États-Unis veulent-ils continuer à mener ces guerres sans fin au Moyen-Orient?
C'est une recette pour le désastre. Et compte tenu de la situation de l'économie américaine, de la concurrence entre les États-Unis et la Chine, entre l'Est et l'Ouest, laissez-moi vous faire écouter la partie où Mike Huckabee expose son idée du Grand Israël. Que Dieu a donné cette terre à ce peuple. Et donc, il est tout à fait légitime pour moi, avec tout le respect dû, de demander de quelle terre parlez-vous? Parce que je viens de lire la Genèse 15, comme je l'ai fait de nombreuses fois. Et cette terre, il me semble qu'il y est dit, s'étend du Nil à l'Euphrate, ce qui correspond encore une fois à peu près à tout le Moyen-Orient. Donc Dieu a donné cette terre à son peuple, les Juifs, ou il ne l'a pas fait. Vous dites qu'il l'a fait. Qu'est-ce que ça signifie? Israël a-t-il le droit à cette terre? Parce que vous vous référez à la Genèse. Vous dites que c'est le titre de propriété originale. Ce serait acceptable s'ils prenaient tout? Cela a eu de nombreuses répercussions parmi les États arabes du Golfe Persique. Quelle est votre compréhension de cela? Eh bien, les États arabes, qui sont essentiellement des vassaux, ou l'ont été, et dont on attendait qu'ils normalisent leurs relations avec Israël, se rendent maintenant compte, grâce à l'intervention de Tucker et aux commentaires révélateurs de Mike Huckabee, qui ne sont en réalité qu'une simple explication de l'idéologie sioniste chrétienne, non pas de la théologie, mais bien de l'idéologie, qu'Israël a le droit de contrôler l'ensemble de leur territoire. En substance, partout où les Hébreux ont marché dans la Bible, là où se trouvent des sites saints juifs, selon l'idéologie de Huckabee, c'est là que peut et doit s'étendre le Grand Israël. Mais c'est quelque chose que l'Iran a compris, et a compris depuis des décennies, à savoir qu'il existe un projet du Grand Israël, qu'Israël n'est pas une nation qui fixera un jour ses frontières. Et bien qu'il ne cherche peut-être pas nécessairement à contrôler tout le territoire entre le Nil et l'Euphrate, le Grand Israël cherchera à contrôler tous les gouvernements et toutes les populations par une forme de force. L'Iran a également compris qu'Israël utiliserait des intermédiaires ou des forces, comme des groupes extrémistes sunnites, pour déstabiliser la région afin d'en prendre le contrôle. C'est pourquoi l'Iran, pourquoi Qassem Soleimani, a envoyé les gardiens de la révolution islamique pour vaincre l'État islamique en Irak et en Syrie. Il ne s'agissait pas seulement de l'État islamique. Son message était « Si nous ne les combattons pas à notre périphérie, nous les combattrons à l'intérieur de notre pays. » C'est ainsi qu'Israël atteint son objectif de changement de régime. Israel achieves its goal of regime change, yes, Iranians will see their country fragmented. Oui, les Iraniens verront leur pays fragmenté. Ce ne sera plus le même pays qu'avant. Il y aura une guerre civile et il y aura une infiltration de ces éléments violents. La même chose que le Liban a connu depuis 1992 lorsque Israël a envahi. Et il continue de tuer des citoyens libanais à l'heure actuelle. Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, l'a exprimé dans un message adressé à ces mêmes États arabes, ces nations sunnites. Lors du récent forum de Doha, il a parlé pendant 10 minutes et a clairement expliqué ce que signifie le Grand Israël pour la région. Qu'il s'agit d'un projet d'hégémonie totale pour Israël, une nation fondamentalement minuscule, sans frontières, contrôlée par environ 7 millions de Juifs israéliens, s'imposant à une région de centaines de millions de personnes par la force et la brutalité. Et je pense que ces autres États commencent à comprendre ce principe. Mais de quel levier disposent-ils, à part des déclarations fermement formulées, comme celle, remarquable, menée par l'Arabie saoudite contre la version plus grossièrement exprimée du concept de Grand Israël défendu par Mike Huckabee? C'est ce contre quoi la région se bat en ce moment. Et à bien des égards, c'est ce contre quoi une grande partie du monde se bat, le concept de Grand Israël. Il n'a pas de frontières.
Nous savons où il commence, mais nous ne savons pas où il se termine. Et il semble que la seule chose qu'ils comprennent, c'est la force. Je dois y aller maintenant, à moins que vous ne vouliez poser une dernière question rapide. Oui, mais juste pour conclure. Max, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Thanks a lot, Nima. Merci beaucoup, Nima. Toujours un plaisir de te voir.